Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, c'est une beauté électrisante qui s'invite dans notre séquence rôle modèle, celle d'Hedy Lamarr, star d'Hollywood dans les années 40 et surtout précurseur du GPS et du Wi-Fi. C'est à suivre. Gaël Musquet a une idée derrière la tech. Il viendra nous parler de l'open source. Vous le savez, c'est sa grande passion et surtout de Linux, le système d'exploitation du monde libre. On en parlera avec lui. Et puis notre question du jour, vous aimez les robots ? Bienvenue dans l'ère des cobots, la robotique collaborative qui s'inspire de l'industrie 4.0 pour aider l'enseignement. Alors comment est-ce que ces bras robotiques mettent la main à la pâte pour former les talents de demain ? On va en parler bien évidemment avec nos invités. Jérémy Croquefer, vous êtes Head of Revenue ou directeur commercial pour la société Nirio. C'est justement de la cobotique inspirée par Lille et l'agglomération lilloise. Et on en parle dans un instant. Vous êtes venu d'ailleurs accompagné d'un de vos robots. Il s'appelle Ned 2. Et puis en duplex également avec nous, Martin Dutertre, responsable éducation pour Universal Robots, une des majors de la cobotique en Europe et dans le monde. On revient évidemment avec vous sur la façon dont vous mettez vos robots à disposition de l'éducation. Mais d'abord, focus. Restez connectés en Wi-Fi ou vous repérez grâce au GPS, eh bien vous le levez à une star d'Hollywood, la plus belle femme du monde et la plus intelligente aussi. Édouard Denio dresse le portrait d'Hedy Lamarr, inventrice de génie. On la surnommait la plus belle femme du monde. Hedy Lamarr est une actrice de cinéma américaine née en 1914. D'origine austro-hongroise, elle commence sa carrière en Allemagne dans les années 30. Rapidement, elle est révélée au grand jour pour ses scènes controversées dans Ecstasy en 1933. Dans ce film, on la voit nue et réaliser une scène érotique, un choc pour l'époque. À la recherche de nouveaux succès et voulant quitter l'Allemagne nazie, Hedy Lamarr traverse l'Atlantique pour rejoindre les États-Unis. Elle devient alors l'une des actrices en vogue à Hollywood. Durant la Seconde Guerre mondiale, Hedy Lamarr rencontre George Antheil, un pianiste américain. Tous les deux sont des inventeurs géniaux. Ensemble, ils veulent participer à l'effort de guerre. Ils créent un moyen de transmission, l'étalement de spectre par saut de fréquence, qui va permettre aux forces alliées de communiquer entre elles. Leur invention a pour but de rendre les torpilles furtives et la détection d'attaques sous-marines impossibles par les ennemis. Hedy est prête à tout pour développer son invention afin que sa mère puisse passer en toute sécurité de Londres aux États-Unis. C'est grâce au système inventé par Hedy Lamarr et George Antheil qu'aujourd'hui nous pouvons utiliser le Wi-Fi, le GPS ou encore le Bluetooth. Pour toutes ces innovations, Hedy Lamarr n'a jamais reçu un seul dollar. Un mystère, encore aujourd'hui. Ce que nous savons, c'est qu'à cause de son statut de femme et de sexe symbole, elle n'était pas prise au sérieux. Pendant une grande partie de sa vie, Hedy Lamarr était triste que ses inventions ne soient pas reconnues à leur juste valeur. Cependant, elle reçoit en 1997 le prix de l'Electronic Frontier Foundation Pioneer pour sa contribution au développement du téléphone mobile. La même année, on lui rend également hommage lors de la Milstar Army Ceremony. C'est alors qu'elle balance aux journalistes « Me voilà soudainement intelligente ». En 2017, le documentaire From Extase to Wi-Fi est créé par Alexandra Dean. Le grand public s'intéresse enfin au destin hors du commun de Hedy Lamarr. La belle histoire d'Hedy Lamarr, vous le savez, c'est rôle modèle. On y tient dans l'école du futur. On vous en présente évidemment dans de prochaines émissions. Mais tout de suite, la cobotique qui aide humains et robots à mieux enseigner. On en parle avec nos invités. Et oui, parce que la robotique et la cobotique même tient à le vent en poupe, cette robotique collaborative qui aide humains et robots à travailler ensemble. C'est un pari technologique, oui, mais c'est aussi un formidable marché à plus de 3 milliards de dollars, rien que cette année, et qui ferait pâlir d'envie toutes les économies du monde avec ses plus de 50% de croissance annuel. On démarre justement avec un point de définition avec nos invités. Jérémy Croquefer, vous êtes directeur commercial pour Nirio, et Martin Dutertre, responsable éducation pour Universal Robots. La cobotique, c'est quoi exactement, Martin ? Alors, cobotique, c'est la contraction de deux termes, robot et collaboratif, donc en anglais Collaborative Robots, qui a donné Cobot. Et donc c'est une nouvelle génération de robots industriels qui sont destinés à être beaucoup plus simples à prendre en main
que les robots industriels classiques tels qu'ils existent dans tous les secteurs de l'industrie depuis 40 ans. L'idée, c'est de rendre la robotique accessible au plus grand nombre d'entreprises et que le robot devienne un outil du technicien qui va prendre en charge la partie répétitive et pénible de son travail, de la même manière qu'il va utiliser son tournevis ou sa perceuse. Donc c'est vraiment l'idée de démocratiser la robotique pour le plus grand nombre d'utilisateurs en pouvant faire travailler les robots en collaboration directe et en toute sécurité à proximité des opérateurs. Jérémy, vous êtes donc directeur commercial de Nirio, c'est une société lilloise qui fait de la cobotique depuis 2017 et vous aussi vous avez envie de la démocratiser, cette robotique collaborative, parce que vous êtes lancé avec une conviction, celle d'aller à la fois dans les domaines de l'éducation, de la recherche et de l'industrie 4.0. L'idée, c'est donc de démocratiser l'usage de ces bras robotiques et encore une fois on en a un avec nous en plateau, il s'appelle NED 2, c'est votre tout dernier modèle. Tout à fait. En fait, l'idée de Nirio à la base, c'était vraiment de rendre accessible la robotique. Et l'idée du fondateur, Marc-Henri Froin, ça a vraiment été de créer un petit modèle de robot pour les écoles, puisqu'il s'est rendu compte tout simplement que dans son cursus d'ingénieur, il avait très peu d'occasion de manipuler des robots, parce qu'ils sont assez chers, et donc du coup les écoles en ont peu, et ils sont assez difficiles à programmer. Et donc avec le NED 2, les écoles peuvent en acheter une flotte, et on a aussi ajouté différents langages de programmation, ce qui fait que des professeurs peuvent l'utiliser pour soit de l'initiation à la robotique, soit de la robotique plus poussée, avec des langages aussi plus complexes. Et c'est vrai que ce NED 2, c'est déjà la 3e évolution de votre Kobo depuis le lancement de Nirio. Je crois qu'il y a une version qui était imprimable en 3D et qui jouait aussi sur des cartes Arduino et du Raspberry Pi, c'est-à-dire des outils qu'on peut justement soi-même monter avec des cartes qui nous permettent justement de pouvoir là aussi donner toutes ces potentialités à ces robots. Aujourd'hui sur NED 2, on ne peut imprimer qu'une partie en 3D. Hein. Oui, alors en fait, aujourd'hui, on a gardé l'impression 3D pour la partie mort, donc ce qui est sur le bout du bras. Comme ça, en fait, on peut imprimer des pièces pour s'adapter aux choses qu'on veut prendre, créer différents morts. Mais pour le reste, en fait, on est parti plutôt sur de l'injection maintenant, pour un rendu en fait au niveau qualitatif, aussi parce qu'on commence à produire un certain volume chez Nirio et ça devenait beaucoup plus intéressant de passer sur de l'injection. Ouais, si je dis pas de bêtises, aujourd'hui, il y a 2500 Kobo qui ont été produits par Nirio. Vous les envoyez dans plus de 50 pays. Tout le monde veut toucher à la cobotique française et lilloise. Oui, tout à fait. Ça marche très bien. L'international, c'est 70% de notre chiffre d'affaires. De manière générale, on va vendre surtout dans les pays les plus robotisés. Donc ça va être l'Allemagne, les États-Unis, le Japon. Enfin, on connaît un petit peu la liste. Mais en effet, ça s'exporte très bien, cette technologie française. Et on revient dans un instant à votre action, justement, et vos actions en faveur de l'éducation, notamment avec les lycées, mais aussi les écoles d'ingénieurs. On va aller voir le modèle de Universal Robots avec vous, Martin, parce que c'est le précurseur du secteur Universal Robots. Vous opérez depuis 2005 et ce, dans le monde entier, à partir de votre port d'attache, c'est Odense, au Danemark. Et Odense, c'est une ville qui a un statut un peu particulier parce qu'on dit que c'est la première ville de la cobotique au monde. Expliquez-nous. Absolument. Alors, c'est pas un hasard si Odense est devenu un des plus gros pôles robotiques mondiaux aujourd'hui. C'est parti d'une volonté politique au Danemark de créer un pôle technologique pour développer des nouvelles solutions d'automatisation, pour répondre d'abord à un besoin national d'automatisation dans l'industrie danoise. Donc il y a effectivement beaucoup de moyens qui ont été mis sur l'université d'Odense pour développer ces compétences, avec 2 énormes succès à ce jour que sont Universal Robots, qui est aujourd'hui donc inventeur, créateur du robot collaboratif et leader sur le marché aujourd'hui, et d'autre part notre société sœur Mobile Industrial Robots, ou MIR, qui développe la même philosophie de robotique collaborative, mais pour les chariots autonomes autoguidés. Et on dit qu'à Odense, ce hub donc, de la cobotique, les enfants de 3 ans à peine peuvent expérimenter justement cet apprentissage de la robotique, peuvent essayer de toucher du doigt, si j'ose dire, la façon dont justement les robots peuvent aussi entrer à l'école et dans leur vie. Ça veut dire qu'il faut une véritable acculturation à la robotique dès le plus jeune âge ? Alors oui, l'éducation et l'enseignement fait partie de l'ADN d'Universal Robots, puisque la société a été fondée donc, par 3 étudiants de l'université d'Odense, et le premier prototype de robot collaboratif a été développé dans les murs de l'université d'Odense. Aujourd'hui, que dans le monde entier et en France en particulier, l'enseignement de la robotique est un domaine clé pour l'industrie du futur.
Et donc l'objectif de tous les roboticiens et d'Universal Robots, c'est de développer l'enseignement de la robotique collaborative à tous les niveaux, depuis le primaire jusqu'au supérieur. Aujourd'hui, ça concerne principalement le secondaire et le supérieur. Mais l'idée, c'est d'accompagner les enseignants qui ont en charge l'enseignement de la robotique en leur fournissant une boîte à outils de contenu pédagogique, de TP, d'exercices, de modèles d'examen, de software, qui vont leur permettre d'animer des cours sur la robotique collaborative avec leurs étudiants. Oui, ça c'est important. On va revenir à votre action en particulier chez les lycéens et les lycéennes notamment. Mais Jérémy, ça aussi, c'est une donnée qui est extrêmement importante pour mieux former, mieux apprivoiser ces métiers de la robotique et la programmation aussi cobotique telle qu'elle. C'est le fait de se dire qu'il faut former les enseignants et les enseignantes. Est-ce que chez Nirio, comme on le voit chez Universal Robots avec UR Academy, il y a un programme qui est dédié justement à ces profs? Alors nous, ça va plutôt être par la partie logicielle. On a différentes façons de programmer le robot, des façons assez simples et des façons un petit peu plus complexes. Et c'est vraiment par l'expérimentation que les professeurs vont pouvoir se former. On accompagne aussi les professeurs avec des petites formations, soit en présentiel, soit en ligne. Et on a aussi quelques tutoriels vidéo ou PDF pour les accompagner sur différents sujets liés à la cobotique et à Nirio. On apprend en marchant et on apprend en robotisant. Donc si je vous écoute bien, je reviens à UR Academy ou UR Academy avec vous, Martin, puisque donc l'idée de former les formateurs, elle est très pragmatique. Je vais essayer de m'auto-programmer moi-même. Je crois qu'il y a 4 jours de formation justement qui sont dédiés. Comment est-ce qu'on pourrait définir cette pédagogie Universal Robots ? Alors effectivement, on peut revenir sur l'UR Academy puisque je suis allé un petit peu vite dans mon propos. Donc l'UR Academy, c'est une plateforme de formation gratuite en ligne qui a été lancée en 2017 par Universal Robots, donc qui était un concept sur lequel on est pionnier, puisque généralement en robotique, les formations se font dans des centres de formation chez les constructeurs ou chez différents acteurs de la formation sur le territoire. Or, Universal Robots a été le premier constructeur de robots dans notre démarche justement de démocratisation de la robotique, à proposer une plateforme complètement gratuite qui est disponible dans 16 langues et donc qui a déjà été suivie par plus de 130 000 personnes dans le monde. Donc c'est une formation qui comporte une douzaine de modules qui nécessite à peu près 2 heures à compléter et qui donne des notions de base de la mise en œuvre d'un robot collaboratif sur des applications basiques telles que déplacer un carton entre un convoyeur et une palette par exemple. Donc en fait tout le cursus de formation de l'UR Academy est articulé autour de la mise en place d'une application simple automatisée. Ça veut dire que n'importe quel enseignant ou enseignante peut justement souscrire au programme de la UR Academy et se former à la robotique pour pouvoir mieux aussi sensibiliser ses élèves, ou il faut quand même avoir déjà des bases, notamment en programmation informatique et en codage? Alors ça s'adresse non seulement aux enseignants, mais à tous les utilisateurs, y compris industriels, qui débutent sur le robot Universal Robots. Donc l'idée, c'est vraiment en fait d'apprendre à programmer le robot. Ça ne nécessite pas de compétences en programmation a priori, puisque justement, dans le concept de robotique collaborative, il y a un axe majeur autour de la simplification de l'interface de programmation, c'est-à-dire de passer d'une interface où on va taper des lignes de code, ce qui effectivement nécessite des compétences importantes en programmation, vers une interface en fait, qui se présente sous la forme de bibliothèque d'instructions, dans lesquelles on va pouvoir aller piocher pour réaliser le programme. Donc ça ne nécessite pas de savoir taper des lignes de code dans un langage de programmation particulier, ça nécessite en fait de savoir prendre en main l'interface, de savoir où se trouvent les instructions, où est-ce qu'on peut paramétrer l'application pour pouvoir programmer de manière très simple le robot. Donc ça c'est l'aspect simplification, mais on propose également un bon compromis pour les gens qui ont des compétences en programmation, puisque tout ce qui est fait dans l'interface facile de prise en main est en fait recodé dans un langage de programmation classique. Donc c'est transparent pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas avoir accès à cette couche programme, mais c'est également accessible pour des programmeurs expérimentés qui voudraient étendre les fonctions du robot en développant eux-mêmes des fonctions avancées. Donc c'est vraiment aujourd'hui ce compromis entre simplicité de prise en main et possibilité de développement
qui fait en grande partie la force de l'interface Universal Robots. Jérémy, c'est important aussi pour vous et pour Nerio de pouvoir proposer ce double niveau de langage, si j'entends bien. Martin, à la fois faire une prise en main du robot extrêmement simple, même sans base de programmation informatique, et puis pour ceux qui voudraient quand même aller craquer un petit peu et en apprendre un peu plus, avoir des exercices peut-être un peu plus complets pour pouvoir continuer à s'entraîner. Oui, tout à fait. C'est vraiment la mission de Nerio, de rendre accessible la robotique. Et alors évidemment, on le fait avec NED 2 dans l'éducation. On va aussi sortir 2 prochains robots en septembre et en janvier, qui seront là destinés au marché des laboratoires et au marché vraiment de l'industrie, avec de la production, les PME et les grandes industries. Et sur ces robots-là aussi, on ne veut pas s'adresser uniquement aux roboticiens, on veut s'adresser aux techniciens, aux opérateurs qui pourront, avec du no-code ou simplement en manipulant le robot, programmer et réaliser des tâches assez simples. Donc ça, c'est vraiment une mission importante. Et ces futurs roboticiens, roboticiennes, évidemment, vous allez les sensibiliser d'abord dans les lycées, mais aussi dans les centres de formation et les écoles d'ingénieurs. Dites-nous comment ça se passe. Comment est-ce que justement vous voyez l'appétence de ces jeunes-là pour la robotique, fût-elle cobotique ? Oui, alors les jeunes ont quand même envie d'aller vers ce genre de robots, ça attire. D'ailleurs, dans les salons de l'étudiant et autres événements, on voit souvent nos robots qui sont utilisés pour attirer un peu les jeunes. C'est vrai qu'il est attirant ce net de tiens. Voilà, tout à fait. Et on veut vraiment rendre aussi l'industrie un peu plus sexy, attirer les jeunes vers ce milieu. Et ça passe par ce type de robot. Après, ils seront aussi contents de travailler sur des robots de plus grande taille, type Universal Robot. Mais c'est un axe majeur de travailler sur vraiment l'accessibilité au niveau du prix, mais aussi au niveau de la programmation. C'est-à-dire que les lycéens, les lycéennes peuvent justement toucher net d'un peu plus près, le programmer, essayer de comprendre aussi quels avantages ou quels autres usages ils peuvent appliquer à ces cobots. Est-ce qu'il y a parfois justement de l'inventivité de ces étudiants qui vous a étonné ? Ah oui, ils font des choses assez sympathiques. On a par exemple un client qui s'appelle Mecavenir, c'est une école d'ingénieurs. Ils ont réalisé en fait une sorte de concours et ils ont construit des chaînes d'assemblage de stylos Bic avec nos robots. Ils en avaient une dizaine, quinzaine, des convoyeurs parce qu'on propose aussi ce type de produit. Et ils ont été très inventifs. D'ailleurs, les 2 équipes ont fait des choses assez différentes, mais ils ont travaillé sur de l'impression 3D, sur de l'automatisation, de la programmation. Et à la fin, on avait vraiment des bics qui étaient entièrement assemblés. Il y avait du test du produit à la fin et du tri, parce qu'on peut aussi positionner une caméra sur le bout du bras. Et du coup, on peut trier par couleur les stylos à la fin. Donc ça fait des cas d'utilisation assez sympas. On a Polytech Lyon qui récemment aussi a reproduit un puissance 4, donc en travaillant sur tout ce qui est IA, machine learning, avec notre robot. Donc c'est aussi assez ludique et sympathique. Je n'aurai plus jamais la puissance 4 de la même façon désormais, c'est certain. Martin, là aussi, si vous êtes responsable éducation d'Universal Robot, c'est pour une bonne raison. C'est que vous amenez aussi vos cobots à l'école, du lycée jusqu'aux écoles d'ingé, en passant par les centres de formation d'apprentis. Et là aussi, comment est-ce que ces étudiants, ces futurs roboticiens et roboticiennes apprennent avec Universal Robots ? Alors du coup, donc, mon rôle sur le marché français, ça a été effectivement de développer l'offre éducation d'Universal Robots. Donc en partant de la plateforme UR Academy, donc, qui existe depuis 2017 et qui s'adresse vraiment à tout public nouveau venu vers la robotique collaborative. Donc mon rôle, ça a été de créer de nouveaux contenus pédagogiques qui permettent aux enseignants d'animer des classes autour de la robotique collaborative. Donc aujourd'hui, le parcours typique pour les étudiants, ça va être d'une part de compléter les modules de formation de l'UR Academy sur la plateforme de formation en ligne. Et ensuite, nous, pour tous les établissements qui font l'acquisition de robots Universal Robots, on fournit des TP donc sur chacun des modules de notre UR Academy pour que les étudiants puissent passer à la pratique une fois qu'ils ont complété le module en ligne, qu'ils puissent réaliser les exercices sur le robot réel pour mettre en pratique les compétences acquises. Et ensuite, pour les enseignants également, pouvoir valider ces compétences à travers des modèles d'examen que l'on fournit également, avec donc l'énoncé pour l'étudiant, le corrigé pour l'enseignant, pour valider les compétences en programmation sur le robot collaboratif UR. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir... Donc ça, c'est vraiment le parcours de formation de base qui va pouvoir s'adresser dès le collège ou le lycée. C'est vraiment accessible à tout le monde. Et ensuite, pour proposer un peu plus de challenge pour des niveaux de formation plus élevés, en termes que ce soit des licences robotiques, des masters spécialisés ou des écoles d'ingénieurs, l'idée, ça va être de fournir des logiciels de programmation hors ligne, par exemple. Donc un logiciel de programmation hors ligne, c'est comme un logiciel de conception assistée par ordinateur, mais qui est dédié à la programmation de robots industriels. On fournit également des
des logiciels d'échange de données en temps réel qui vont pouvoir permettre de piloter un robot industriel avec que ce soit votre souris, les touches de votre clavier, un joystick, une manette de console par exemple. Donc on fournit également des logiciels qui vont permettre de faire des applications beaucoup plus avancées pour des niveaux de formation plus élevés. Alors, je ne sais pas si vos étudiants à vous ont déjà joué avec des stylos bic ou à puissance 4 avec vos cobots, mais est-ce que là aussi il y a des solutions de temps en temps, de l'inventivité qui vous a étonné ? Oui, alors on voit beaucoup de développement de bras robotisés montés sur des chariots autonomes type AGV. Donc c'est des nouvelles applications qui permettent d'avoir un bras automatisé qui est capable de se déplacer en autonomie dans son environnement pour réaliser tout un tas de tâches. Donc c'est des développements assez avancés qui sont vraiment d'actualité en termes de technologie. Et on voit des établissements qui travaillent sur ces concepts-là. Et donc ce sont des étudiants qui seront immédiatement prêts à intégrer le marché de l'industrie, puisque c'est des solutions qui sont appelées à être déployées à grande échelle dans le secteur de la logistique, par exemple, dans les années à venir. Et après, on a également tout un tas d'applications un peu sympas autour de la vision industrielle, la reconnaissance de forme, des lignes d'assemblage. Il faut savoir que les établissements mettent vraiment en situation leurs élèves sur des lignes d'assemblage, comme l'expliquait Nirio tout à l'heure, pour qu'ils soient opérationnels et les mettre en situation réelle de ce qu'ils vont rencontrer plus tard dans l'industrie. Ces futurs roboticiens, roboticiennes, ces talents que vous aidez à former avec Nirio, avec Universal Robots, on y revient dans un instant. Comment rendre l'industrie sexy avec les cobots? On en parle à nouveau, mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et je me demande, tiens, s'il y a des cobots dans les images que chérie Jessica Isenge a rassemblées pour nous aujourd'hui. On regarde. 5:56 p.m. Flower. Tree. Tree. Flower. Flower. Chair. Flower. Chair. Coffee table. Coffee table table. هذا التلفزيونات كل مقعد قدام التلفزيون ويتابع التلفزيون. هذه المدرجات. Watermelon versus world's largest exercise ball. 3, 2, 1. Oh! Il n'y a pas de cobots, mais il y avait du robot en effet. C'est ce qu'on se disait avec Jérémy sur ce plateau. Vous êtes évidemment de retour sur le plateau de l'École du Futur. On continue à parler de la cobotique, la robotique collaborative qui aide humains et robots à travailler ensemble. C'est important parce que vous, futurs roboticiens, roboticiennes, vous pouvez être justement intéressés par les formations qui sont proposées par Nirio. Évidemment, c'est votre entreprise, Jérémy Croquefer, installée à Lille depuis 2017 et qui justement met ces Net2, ces robots à la disposition
propositions, notamment du monde de l'éducation, pour pouvoir s'y former. On est toujours aussi avec Martin Dutertre, responsable éducation chez Universal Robots, le leader du secteur, précurseur même de la cobotique. On continue justement à s'interroger sur notamment le fait de rendre l'industrie sexy, parce que la cobotique, elle s'inspire de l'industrie 4.0 et surtout, il y a des emplois à la clé. Vous misez tous les deux sur le fait de se dire que la robotique collaborative, c'est de l'employabilité en barre, si j'ose dire là aussi. Est-ce qu'on peut évaluer le nombre d'emplois à venir sur les prochaines années, Jérémy ? Alors, je ne vais pas avoir de chiffres à donner, mais les emplois, ils vont être vraiment nombreux et à différents niveaux. Parce que, comme on le disait, mais je pense que c'est aussi l'objectif de Martin avec Universal Robots, l'idée, c'est de s'adresser pas uniquement aux roboticiens, mais aussi à des techniciens et à des opérateurs. Et donc, demain, on peut imaginer que dans vraiment toutes les entreprises, des opérateurs, techniciens jusqu'aux ingénieurs, on va utiliser des robots en utilisant différents langages de programmation, du no-code ou justement le programmant à la main. Mais les emplois, ils vont être à tous ces niveaux-là. Il faudra apprendre à travailler avec des partenaires comme le Net2 et puis d'autres robots plus industriels. Ces emplois de demain, cette cobotique qui justement met en avant les talents, vous la voyez comment, Martin ? C'est quel type d'emploi que justement ces lycéens, ces lycéennes et ces étudiants peuvent aller chercher ? Alors aujourd'hui, la robotique et la robotique collaborative en particulier sont un secteur qui se développe, qui est en très forte croissance. Historiquement, on a un manque de compétences en robotique en France parce que, donc, comment je l'explique moi personnellement, c'est que le profil de roboticien, c'est un triptyque de compétences entre des compétences en mécanique, des compétences en électrotechnique et des compétences en programmation et informatique industrielle. Et historiquement, c'est des compétences qui sont plutôt enseignées séparément dans des formations dédiées à ces domaines de compétences. Donc ça, c'est une chose. D'autre part, il n'y avait pas de gros constructeurs historiques de robots industriels français qui auraient pu dynamiser le secteur et attirer les compétences vers la robotique. Depuis quelques années, on constate que c'est un problème qui a réellement été traité par le système éducatif français avec l'apparition de nombreuses formations en robotique à travers tout le territoire et de tout niveau. On constate dès le niveau lycée pro et BTS que les formations qui n'intégraient pas de robotique avant, aujourd'hui s'équipent en robots industriels pour former les étudiants sur cette technologie. On voit également de nombreuses licences robotiques apparaître sur tout le territoire. On voit des écoles d'ingénieurs qui s'équipent également. Donc réellement, depuis 4-5 ans, on voit une très forte dynamique d'équipement en robots industriels de la part des établissements technologiques de tout niveau pour former la future génération de roboticiens. Ensuite, quand on parle d'emploi, effectivement, très difficile de donner un chiffre. En tout cas, on peut faire un constat, c'est qu'aujourd'hui, ces profils de roboticiens que je viens de présenter sont des gens qui sont extrêmement recherchés, sur lesquels il y a un très gros turnover en entreprise. Ils sont régulièrement chassés avec des propositions financières très attractives parce qu'il y a énormément d'entreprises aujourd'hui qui développent la robotique et qui ont besoin de ces talents et de ces compétences. Oui, justement, vous parliez notamment de ces nouvelles licences, de ces nouveaux diplômes en ingénierie cobotique tout court. Et c'est vrai que l'industrie française, eh bien, elle rattrape son retard en matière de numérisation de ses activités. On va parler aussi de la relocalisation des activités. Je sais que c'est important aussi pour le monde de la cobotique de pouvoir faire partie de ce grand challenge de la réindustrialisation. Mais l'industrie aujourd'hui en France, en tout cas, c'est 2,7 millions de salariés rien qu'en 2022. Et elle crée plus d'emplois qu'elle en détruit. Donc oui, l'industrie, ça peut être sexy. Et il y a donc ces nouveaux métiers qui se développent. Ingénieur en fabrication additive, ingénieur donc en cobotique, on l'a dit, ingénieur en réalité augmentée ou virtuelle, développeur de l'Internet des objets. Donc oui, c'est en effet un secteur à fort enjeu de métiers du futur. La cobotique, encore une fois, c'est un moyen pour une industrie sexy. Jérémy, vous le disiez tout à l'heure. Oui, tout à fait. Par la facilité maintenant, en fait, on peut aussi avoir plus de personnes qui s'y intéressent. Avant, c'était vraiment réservé à des profils extrêmement techniques. Maintenant, on peut utiliser un cobo. Nous, on fait régulièrement des formations à des personnes et en quelques minutes, même par exemple chez Nirio pour un entretien d'embauche, à la fin, donc c'est un petit tips pour les prochains qui passeront chez nous, mais à la fin, on fait un petit exercice où on doit utiliser le robot et prendre un stylo, le déposer dans un bac et on forme la personne en 2-3 minutes. Donc maintenant, toute personne peut se dire, tiens,
quel intérêt je pourrais avoir à utiliser un Kobo dans mon travail, ce qui n'était pas le cas avant. Donc de ce côté-là, ça rend la chose plus accessible, alors qu'avant il fallait passer par des étapes lourdes de formation, et ça restait vraiment extrêmement technique, difficile d'accès. Aujourd'hui, la cobotique, elle est accessible à tous. Oui, ce qui est important, c'est cette acculturation justement à la cobotique, parce que même si on ne termine pas ingénieur finalement pour pouvoir les programmer, ces robots-là, on va devoir vivre avec dans notre espace de travail. C'est un des enjeux qui est fort, notamment chez Nirio, quand on parle de réindustrialisation aussi. C'est vrai que ça a été une des grandes thématiques de la sortie de ces années de crise sanitaire et de Covid, le fait de se dire qu'il faut réimplanter, notamment en Europe et en France, des entreprises qui permettent de refaire de l'industrie, parce qu'encore une fois, l'industrie, évidemment, on en a fondamentalement besoin. Les cobots, ils peuvent nous aider à aller plus vite là-dessus. Oui, tout à fait. Déjà, en fait, on avait aussi beaucoup fait des choses à l'étranger auparavant, parce que les emplois n'étaient pas forcément des emplois que voulaient prendre les Français, parce que ça va créer des TMS, des troubles musculo-squelettiques. Ouais. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Kobo, ces emplois, on peut les maintenir en France, et on peut déléguer ces tâches qui vont susciter ces troubles justement à des cobots, et avoir des postes à plus forte valeur ajoutée autour des cobots. Donc ça sert aussi à ça, en fait, la cobotique, à ramener les postes chez nous, réindustrialiser, mais en le faisant dans de bonnes conditions. Et ça permet aussi de limiter la dépendance technologique qu'on peut avoir, comme on a vu avec le Covid, la guerre en Ukraine et ce genre de choses. Donc la cobotique, c'est une question de souveraineté numérique, c'est intéressant en effet, mais c'est aussi une question de bien-être au travail, si je vous entends. Est-ce qu'on peut se dire que la cobotique, dans les exosquelettes par exemple, il y a de la cobotique? Alors c'est une forme de cobotique, dans le sens où c'est de la collaboration entre de la robotique et de l'humain, mais que ça soit exosquelette ou robot, et que ça peut être des robots mobiles comme des bras robotisés ici ou pour UR, ça va vraiment avoir un intérêt, puisqu'on va pouvoir enlever tout ce qui est vraiment répétitif. Il y a une notion de charge portée aussi, on ne se rend pas forcément compte, mais nous on a travaillé par exemple avec Bonduel, et en fait il y avait de la manipulation de boîtes de conserve à mettre dans des barquettes. Une boîte de conserve, ça peut être 400-500 grammes, mais quand on en soulève toute la journée, ça fait des tonnes à la fin. Et donc automatiser ce genre de choses, ça a vraiment un sens. Et nous, quand on l'a fait, par exemple, chez Bonduel, on est arrivé avec des robots industriels, et on est aussi arrivé avec des NED, NED 1 à l'époque. Et l'idée, ça a été de montrer aux opérateurs, à l'échelle miniature, on avait pris des petites boîtes de conserve de Macédoine et une petite pompe à vide, et on leur avait montré comment ça allait marcher dans l'usine. C'est mis dans une salle à côté, on avait montré, et ils avaient vraiment apprécié aussi le côté social, l'intégration. On leur dit, on apprécie qu'on nous montre avant, qu'on nous montre comment ça se programme, qu'on nous montre que c'est pas dangereux, comment ça marche. Et du coup, l'acceptation après dans les usines est beaucoup plus forte. Ça, c'est intéressant aussi, Martin, ce que dit Jérémy, parce qu'il y a cet aspect de la cobotique qui va évidemment être là aussi, alors j'ose pas l'expression bras armés en ce moment, mais qui va nous aider justement à voir comment réindustrialiser ce tissu économique, que ce soit dans l'Hexagone ou que ce soit ailleurs en Europe. Il y a aussi cette idée de se dire que oui, c'est un élément de bien-être au travail, le robot qui va justement aider l'humain à revaloriser justement certains emplois, les recentrer sur leur valeur ajoutée. Et puis il y a aussi le fait de se dire qu'il faut briser la glace parfois entre le robot et entre les collaborateurs et les collaboratrices. Quelles sont vos solutions clés chez Universal Robots ? Alors exactement, c'est un point clé du concept de robotique collaborative. C'est contrairement aux robots industriels classiques qui étaient définis par les ingénieurs bureaux d'études et qui atterrissaient dans les ateliers sans aucune consultation des équipes de production en place. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les projets de robotique collaborative se mènent avec l'implication dès les premières phases du projet des opérateurs de production qui réalisent les tâches qui seront confiées aux robots. Alors on dit souvent les robots suppriment de l'emploi, c'est absolument faux. Le robot, avant tout, il est là pour démultiplier les capacités de travail d'une équipe en place en supprimant au passage la pénibilité du travail. Puisque là, vous avez finalement 3 personnes qui vont porter des cartons sur des palettes toute la journée. Vous pouvez très bien avoir 3 personnes qui vont superviser 10 à 15 robots qui effectuent la même tâche, donc en multipliant par 3 les capacités de production. Et vous avez des gens qui ne se brisent plus le dos à porter des cartons toute la journée. Donc c'est plus que supprimer de l'emploi, c'est avant tout démultiplier les capacités de production des équipes en améliorant les conditions de travail. Donc on voit les opérateurs, comme l'a très bien dit Jérémy, qui sont chez nous impliqués dans le projet dès le début, dès la présentation du robot dans l'entreprise. Donc le robot, généralement, il est présenté par nos distributeurs ou nos partenaires intégrateurs.
Et donc on voit les opérateurs qui viennent prendre connaissance de la technologie et voir que non, donc d'une part c'est une technologie qui est sûre. Vous pouvez vous tenir à proximité du robot. Si le robot vient rentrer en contact avec vous, il a des fonctions de sécurité qui lui permettent de limiter sa puissance et de s'arrêter pour ne pas mettre en danger les opérateurs. Donc d'une part, c'est une technologie qui est sûre, et en plus, c'est comme on l'a dit, c'est une technologie qui améliore les conditions de travail des opérateurs. Et on a énormément de témoignages clients. Il y a une vidéo interne qui a été réalisée par Sanofi. J'ai en tête d'autres applications dans l'aéronautique, dans la logistique, d'opérateurs qui témoignent quelques mois après le projet et qui disent qu'aujourd'hui, ils refuseraient de travailler si on retirait le cobo qui a pris en charge la partie pénible de leur travail. Bon, essayer un cobo, c'est l'adopter, si je vous comprends bien. C'est nos utilisateurs qui le disent, c'est pas nous. Alors justement, si les cobots peuvent nous aider justement à mieux travailler, à avoir aussi un gain de temps, de productivité, de bien-être au travail dans l'aéronautique, vous l'avez cité notamment Martin, dans l'industrie pure et dure, dans tout un nombre de secteurs, pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas nous aider à l'école directement? Cette fois-ci, je ne parle pas de formation pour les futurs roboticiens et talents justement de la robotique et de la cobotique, mais bien d'enseignement et d'école. Est-ce qu'on peut amener Ned sur les bancs de l'école primaire par exemple et se dire que peut-être qu'il peut nous aider dans l'immédiat, aider les professeurs, aider les élèves à mieux comprendre une matière en particulier, à faire de la pédagogie à 360 degrés? Jérémy? Oui, alors pour être transparent, il y a des modèles qui sont un peu plus adaptés quand même sur le primaire et le collège. Nous, on va plutôt s'adresser quand même au lycée. Mais concrètement, par exemple, il y a des ingénieurs ou des futurs ingénieurs ou techniciens à partir du lycée qui vont travailler sur des logiciels comme MATLAB, donc sur des sujets mathématiques, qui vont utiliser le net pour rendre la chose un peu plus ludique et un peu plus concrète. Donc sur ces aspects-là, oui, mais sur les aspects plutôt primaires, il y a des modèles un petit peu plus ludiques et fun que le Net 2 quand même sur ces sujets-là. Alors si ce n'est pas un bras robotique qu'on amène justement au primaire, Martin, ce serait quoi? D'ailleurs, on peut démarrer la robotique à partir de quel âge? Alors nous, on fait programmer des enfants qui visitent notre stand sur les différents salons industriels auxquels on participe. On a des enfants de 5-6 ans à qui on apprend à déplacer une pièce d'une table à une autre. Parce que c'est effectivement très simple. On peut programmer le robot en fait en le prenant par la main et en le guidant vers les points sur lesquels on souhaite le faire travailler. Donc ça, c'est accessible à des enfants. Je pense que le point que vous mentionnez est très important puisque aujourd'hui, les enfants dès la primaire finalement, c'est une génération qui va vivre toute sa vie avec des machines, que ce soit des ordinateurs ou des machines de production dans leur travail. Et je pense que c'est très important, si ce n'est de leur apprendre tout de suite l'algorithmie, d'au moins leur faire comprendre comment fonctionne une machine, qu'une machine, elle ne fait que ce qu'un humain lui a dit de faire. Aujourd'hui, on en est encore là. On verra dans 20 ans, mais aujourd'hui, les machines ne font que ce que les humains leur disent de faire. Et je pense que c'est très important, dès le plus jeune âge, dès la primaire, d'expliquer aux enfants comment fonctionne une machine. Et après, on a effectivement des applications et des robots pédagogiques qui sont encore plus simplifiés. Je pense à des robots par bloc, c'est des espèces de Lego avec des blocs programmables qui permettent déjà de faire réaliser quelques mouvements à des robots très basiques et des interfaces de programmation par bloc où des enfants peuvent faire glisser et déplacer des blocs de fonctions pour déplacer le robot, lui faire reconnaître un objet à travers une caméra. Voilà, c'est simplifier la programmation. Mais comme vous l'avez dit, je pense que c'est très important, dès le plus jeune âge, de sensibiliser les enfants au fonctionnement des machines avec lesquelles ils vont être amenés à vivre toute leur vie. Ouais, c'est important parce que ces enfants-là qui sont des utilisatrices et utilisateurs de la technologie, ce sont aussi des citoyens du numérique en puissance s'il en est. Vous me faites peur quand vous me parlez de 20 ans, parce que 20 ans à l'échelle technologique, c'est rien du tout. Ça veut dire quoi? Que la robotique et l'intelligence artificielle, c'est le même combat? Le même combat, non. Je veux dire que c'est deux combats qui sont complémentaires. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui travaillent sur l'intelligence artificielle et ce ne sont pas du tout les mêmes acteurs, à ma connaissance, que les sociétés qui travaillent sur la robotique industrielle. Mais là où l'intelligence artificielle va intervenir, à notre sens, c'est sur les nouvelles méthodes de programmation. Donc nous, on a contribué à démocratiser les interfaces de programmation pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Les tendances qui se dessinent, c'est que demain, on pourra programmer les robots par démonstration et apprentissage, c'est-à-dire en effectuant la tâche devant une caméra de vision
qui ensuite, avec de l'intelligence artificielle, va transcrire ce qu'elle voit en termes d'humain qui est en train de réaliser une tâche répétitive, va être capable, par l'intelligence artificielle, de le transcrire en programme robot. C'est ce qu'on appelle la programmation par apprentissage, échec et erreur. On se promet d'autres numéros de l'école du futur passionnants pour essayer de comprendre justement toutes les potentialités de l'intelligence artificielle d'un côté et de la robotique et cobotique de l'autre. Merci infiniment Martin, merci infiniment Jérémy. Vous restez avec moi l'espace d'un instant parce que évidemment Gaël Musquet aurait été très intéressé par le Raspberry Pi qui se cache dans ce copeau, dans Net2. Vous le savez, Gaël Musquet, c'est notre hacker éthique. Il bidouille tout ce qu'il trouve et cette fois-ci, il nous parle d'un projet étudiant qui, vous allez le voir, est devenu une épopée mondiale, évidemment, dans le monde du libre, c'est Linux. Aujourd'hui, encore une chronique sur l'intelligence collective. Après OpenStreetMap et Videoland, je vous présente un autre projet étudiant qui a changé le monde. Il s'agit du projet GNU Linux, qui est un système d'exploitation lancé en 1991 par Linus Torvalds. Avant de commencer, je vais peut-être définir ce que c'est qu'un système d'exploitation. Un système d'exploitation, c'est un ensemble de logiciels qui vont permettre d'initialiser et faire le lien entre le matériel, d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un téléphone, et toutes les interfaces utilisateurs, donc le clavier, la souris et l'écran. Ce système d'exploitation va vérifier que l'ensemble des composants informatiques et électroniques fonctionnent correctement. Donc on va d'abord initialiser le processeur, la mémoire vive, la carte graphique, le clavier, la souris, l'ensemble des périphériques qui composent en fait l'ordinateur que l'on va utiliser. Et une fois que ces différents périphériques sont initialisés, le système d'exploitation va passer la main à d'autres logiciels comme des gestionnaires de fichiers, comme des logiciels de traitement d'images ou de traitement de texte par exemple. Ces systèmes d'exploitation sont aujourd'hui dans 3 grandes familles connues du grand public. Le système d'exploitation Windows, qui est un système propriétaire développé par Microsoft. Les Unix comme Linux, qui sont libres et qui permettent d'utiliser librement son système d'exploitation, son ordinateur, sa machine. Et entre les deux, Mac OS X, qui dérive d'ailleurs un peu des BSD, qui est développé par la société Apple. Alors Gaël, quelle est la genèse des systèmes d'exploitation ? Les systèmes d'exploitation sont nés en 1970 grâce à AT&T, qui est un opérateur de téléphonie aux États-Unis. Et très vite, quand AT&T a commencé à développer ce système Unix, son système d'exploitation, ces logiciels ont été récupérés par le système universitaire aux États-Unis, en premier lieu par Berkeley, l'université de Berkeley, qui a commencé à développer toute une suite de logiciels et d'améliorer en fait cet Unix au sein de la Berkeley Software Distribution, BSD, qui a d'ailleurs donné naissance à des systèmes d'exploitation encore existants comme OpenBSD, NetBSD ou FreeBSD. C'est au début des années 80 que Richard Stallman décide de développer une version libre mais aussi compatible, interopérable de ce système Unix. Et donc il demande de l'aide, à l'époque depuis le MIT, à d'autres développeurs pour pouvoir créer un système d'exploitation libre, sous licence libre, qu'il baptise GNU pour GNU is not Unix, et qui permet en fait à la fois de compiler, donc d'avoir un compilateur qui va permettre de transformer le code source en langage machine, en code machine qui sera exécuté par ces ordinateurs, un noyau qui va en fait être la pièce centrale du système d'exploitation pour coordonner un peu tous ces logiciels. Et c'est en 1991 que Linus Torvalds, sur un forum, demande de l'aide pour un système d'exploitation qui sera baptisé Linux. Et tout le génie en fait de Linus Torvalds et de Richard Stallman et de l'ensemble des développeurs qui ont contribué à la création de ce système d'exploitation depuis 1991, c'est d'arriver à créer une communauté qui va s'illustrer dans différentes distributions. Alors, des distributions, ce sont en fait des compilations de logiciels qui vont permettre d'utiliser de la manière la plus simple possible avec une superbe interface utilisateur, avec une traduction aussi de ces systèmes d'exploitation
dans les différentes communautés internationales. C'est ainsi qu'on voit naître des grands noms, alors, il y en a des centaines aujourd'hui, mais des grands noms comme Debian, Slackware, Red Hat, CentOS, Arch Linux, OpenSUSE allemande et même une franco-française, la distribution créée par Gaël Duval, qui s'appelait à l'époque Mandrake Linux, qui est devenue Mandriva. Et qui utilise Linux aujourd'hui ? Aujourd'hui, tout le monde pratiquement utilise Linux, parfois sans s'en rendre compte, puisque Linux est présent dans la majorité des téléphones aujourd'hui. Je suis même en train d'enregistrer cette chronique sur un téléphone Android qui est en fait basé sur un noyau Linux. Cette distribution et ces distributions Linux sont utilisées sur une grande majorité des serveurs web aujourd'hui, donc qui motorisent l'Internet mondial, les routeurs, les télévisions, des réfrigérateurs, et la fondation Linux est l'entité qui veille aux intérêts de l'ensemble des développeurs, des entreprises et des utilisateurs. Et ce n'est pas parce que ces distributions ou encore ces logiciels sont libres que cela signifie qu'il n'y a pas d'argent en jeu. La preuve, Red Hat a été racheté il y a quelques années par IBM pour plus de 34 milliards de dollars. SUSE, pareil, avait été racheté il y a quelques années par Novell pour plusieurs centaines de millions de dollars. C'est bien la preuve aujourd'hui que ce système d'exploitation est devenu une pièce maîtresse majeure pour le numérique mondial. La Linux Foundation, la Fondation Linux a créé même des divisions thématiques, soutient un certain nombre de projets de logiciels libres, puisque beaucoup de ces projets ont été inspirés par le modèle à la fois de développement mais aussi économique de Linux. Et on peut parler d'un consortium particulier comme l'Automotive Grade Linux, qui est en fait une association de l'ensemble des acteurs de l'industrie automobile pour utiliser Linux dans le cadre de cette industrie. Et AGL, Automotive Grade Linux, aujourd'hui est adopté par de grands constructeurs, on peut parler de Toyota, qui utilisent aujourd'hui ce logiciel libre pour pouvoir motoriser toute sa chaîne infotainment, par exemple sur ses berlines haut de gamme Camry. Et on se rend compte avec ce type d'initiative, avec ce type d'adoption, à quel point ce système d'exploitation a gagné en maturité et à quel point de nos montres connectées jusqu'à nos box internet, en passant par des satellites ou des capteurs météo, ce système d'exploitation est devenu vital. Et merci à toi Gaël, évidemment, comme toujours. Merci aussi à Martin Duterte pour Universal Robots. Vous étiez avec nous justement pour parler de la cobotique aujourd'hui et à l'école. Jérémy Croquefer pour Nirio et évidemment Net2 qui était avec nous en plateau, qui nous a observé pendant toute l'émission. Une collaboration parfaite entre vous deux. Merci donc messieurs. Merci à vous évidemment de nous avoir suivis. On se retrouve sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag l'école du futur et dès demain en plateau.